Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, GMT. Cela fait 25 ans que la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 fait office de loi fondamentale. Les amendements apportés par la loi numéro 96/06 du 18 janvier ont entraîné quelques changements que nous allons vous donner ici. Au niveau de l'exécutif, la durée du mandat présidentiel passait de 5 à 7 ans, renouvelable une fois. Au niveau législatif, il y a eu la création d'une seconde chambre au Parlement, à savoir le Sénat. La Constitution du 18 janvier a vu la création également du Conseil constitutionnel. Beaucoup d'institutions créées en la faveur de l'actuelle loi fondamentale, dont malheureusement la mise en place dépendent de la seule volonté du président de la République, affirment certains. Et il affirmait d'ailleurs que les institutions de la Constitution du 18 janvier 1996 se mettront en place progressivement. Et les Camerounais ont vu le temps écouler pour mettre sur pied le Sénat, le Conseil constitutionnel et même les conseils régionaux. Reste attendu la Haute Cour de justice et l'application de l'article 66. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. En 25 de la Constitution de 1996, à qui profite cette mise en place progressive des institutions. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir André-Marie Dibom. Bonsoir, bienvenue, meilleurs vœux. Bonsoir Serge-Alain autour, meilleurs vœux. Bonsoir à mes copanélistes et surtout bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Equinox Télévision. Voilà, merci. Bonsoir René Stéphane Goué. Mais bonsoir Serge-Alain. Meilleurs vœux aussi, hein? Meilleurs vœux, mais nous nous sommes déjà vus. Hein. Ah, ok. Même les téléspectateurs ont eu le plaisir de recevoir mes vœux, tout comme j'ai eu du plaisir à travers le forum de l'émission, d'en nous présenter aussi à certains. Merci de m'avoir invité. Le sujet est tendance et un sujet de spécialiste. J'espère que je pourrai apporter une goutte d'eau à la mer pour la compréhension de ce qui se passe dans notre pays. Emmanuel Billard, bonsoir. Bonsoir Serge-Alain Moutou. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Soir. Bonsoir en particulier à la diaspora camerounaise qui est abonnée à cette émission et qui croit toujours au changement de notre pays. Ok, merci. Raphaël Edogo, bonsoir. Merci encore aussi à l'autre de m'avoir invité ce soir. Bonsoir donc à l'équipe technique qui nous accompagne. Je voulais dire particulièrement bonsoir aux populations de la ville de Ngomzap, parce que samedi dernier, j'ai été porté à la tête de la commission en charge de la communication dans notre jargon où nous voulons œuvrer pour le développement. Félicitations. Merci beaucoup. Je pense ici, l'association s'appelle Ngomzap en marche. Nous voulons œuvrer pour que Ngomzap soit également comme les autres villes. Avant, c'était Ngomzap à l'arrêt? Non, de toutes les façons, Ngomzap marchait déjà. Ah, ok. Mais nous voulons accélérer Ngomzap pour qu'il soit le lieu où tout le monde peut aller se balader. Et Dieu seul sait combien de sites touristiques il existe là-bas. Voilà, merci. On va tout de suite prendre la direction de l'AE aux Pays-Bas. On nous attend Boris Berthold. Bonsoir Boris, bienvenue une fois de plus à Equinox Soir, Boris. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir aux copanélistes et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox TV. Boris Berthold, je rappelle, vous êtes journaliste, écrivain, chercheur en criminologie. Vous êtes auteur de cet ouvrage, L'Otage. On voit le président Biya et le professeur Maurice Kamto à l'affiche. L'Otage. Boris, on va partir tout de suite. Hein. J'ai envie de vous demander, ça fait 25 ans déjà
Le président avait dit les institutions se mettront en place progressivement. Est-ce que cette sortie-là, pour vous, a un sens? Vous la comprenez mieux aujourd'hui? Oui, Serge Alain, c'est-à-dire que 25 ans après, ces propos de Biya ont tout leur sens, mais également ces propos s'inscrivent dans la perception et la conception que M. Biya a toujours eue en réalité de l'État et même de la valeur des institutions dans le fonctionnement d'une démocratie, parce qu'un démocrate en soi ne fait pas reposer l'avancée d'un État sur sa simple volonté. C'est-à-dire que dans une optique analytique de ces propos, on ressent très bien déjà qu'il y a une dimension de personnification du pouvoir autour de la personne de Biya. Donc, il estime que si les institutions camerounaises doivent être fortes, si les lois doivent être appliquées, il faudrait que ces lois obéissent à son timing. Ce qui déjà pose un véritable problème. Or, on n'a pas une démocratie forte, on n'a pas un État fort si on n'a pas des institutions fortes. Et le cas le plus récent, qui est assez illustratif de l'importance de la construction des institutions pour une démocratie, c'est le cas américain, où on a très bien observé qu'il y a une tentative de coup d'État, mais la démocratie américaine a survécu parce que les institutions étaient puissantes et on avait à la tête de ces institutions des hommes qui ont une véritable responsabilité, une conscience de leur rôle au sein de l'État. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant chez nous, où on a eu un conseil constitutionnel après près de 20 ans, on a eu le Sénat après près de 20 ans, on a encore l'article 66, comme vous le rappeliez tout à l'heure, qui n'est pas matérialisé, mais cet article qui aurait pu clairement assainir la gestion au sein de la République n'est pas appliqué parce qu'on vit dans un État kleptocratique, on vit dans un État où ceux qui sont nommés ou ceux qui sont aux fonctions se sont appropriés les ressources, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient financières. Mais également, on peut comprendre, lorsqu'on se met dans la psychologie de M. Biya et son système, que l'article 66 ira à l'encontre de leur manière de percevoir la gestion de la chose publique. Donc, je ne suis pas certain, on peut le souhaiter, mais il n'est pas certain que M. Biya un jour mettra en place l'article 66. Ce serait, comme on dit de manière familière, se tirer une balle dans le pied. On a aussi pu bien voir que M. Biya a eu le temps en 2008 de faire remodifier la constitution de 1996, où il a fait passer cette fois-là le mandat à 7 ans renouvelable, mais pendant ces 25 années, il n'a pas eu le temps de mettre en place des conseils régionaux, parce que la décentralisation, l'accélération du processus de décentralisation, si on veut parler plus clairement, remonte à 3 années, et simplement parce que, y compris la décentralisation, va contribuer à paralyser en fait ces fonctionnaires qui sont à Yaoundé, qui estiment, si je peux parler trivialement, que les régions doivent travailler pour qu'ils mangent. Or, la décentralisation va clairement ouvrir la voie à beaucoup d'autonomie à l'échelle locale. Or, l'autonomie va entraîner une réduction du pouvoir de certains fonctionnaires qui estiment que à partir de Yaoundé, par exemple, on peut gérer un problème lié aux cultures à l'extrême nord, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il est important de travailler de manière sérieuse à permettre aux collectivités locales d'avoir les ressources financières nécessaires, humaines nécessaires, humaines nécessaires, financières et matérielles nécessaires pour implémenter le développement à leur niveau. Merci. René Stéphane Gouin, quelle appréciation faites-vous de du rythme de la mise en place des institutions qui ont été qu'on a retrouvées dans la Constitution de 96? C'est le timing présidentiel? Non, tout dépend d'un homme? Non, juste les imperfections de notre organisation gouvernementale. Disons que pour parler de 25 ans, nous serions aujourd'hui en train de faire une évaluation d'étape et non de se poser des questions. Est-ce que nous allons mettre en marche
les lois et les règlements qui ont été juxtaposés sur la loi fondamentale qui est la Constitution. Alors, la Constitution, pour moi, c'est une loi comme toutes les autres, quoi qu'elle soit fondamentale. En homme politique, nous pensons qu'il y a plus urgent à faire. Les constitutions peuvent durer 100 ans, comme elles peuvent durer le temps d'une mise en place. Le problème est de savoir est-ce que nous répondons aux attentes des citoyens. Et c'est à ce niveau que 25 ans, c'est trop. 25 ans parce que nous essayons tout le temps d'escamoter des problèmes posés. On pense qu'en mettant en place une constitution, si bonne soit-elle, on est en train de résoudre le problème du pays. Or, ce pays est miné par des clivages. Pour qu'on arrive à un minimum de consensus, à un démarrage, il faut que nous ayons la réconciliation entre frères. Ce que certains appellent, dans un slogan politique repris de manière maladroite, de vivre ensemble. Il faut déjà qu'on accepte qu'on est Camerounais. Qui est Camerounais, qui ne l'est pas? Et ça, ce n'est pas une loi qui nous apprendra à nous aimer. Ce n'est pas une loi qui nous amènera à nous pardonner. Ce n'est pas une loi qui nous apprendra à accepter les faiblesses et les forces des autres. C'est d'abord une culture. Il faut qu'on mette en place une culture camerounaise. Et c'est pour cela que, quel que soit le bout, je me répète, et peut-être les spectateurs de Kinox vont se fatiguer, quel que soit le bout par lequel on va prendre le problème du Cameroun, on commencera par le commencement, permettez-moi la tautologie, c'est-à-dire que d'abord nous asseoir, nous regarder droit dans les yeux, nous réconcilier et de mettre le minimum pour vivre ensemble. 25 ans pour se rendre compte que, par exemple, les dernières élections régionales ont présenté des imperfections. Faut-il recommencer? 25 ans pour mettre en place une cour constitutionnelle, c'est énorme. Donc il faut aujourd'hui que nous nous posons de véritables questions. Quel est le problème fondamental du Cameroun? Est-ce que c'est sa loi fondamentale? Est-ce que c'est ses lois ordinaires? Est-ce que c'est des acteurs qui nous gouvernent? Parce qu'on polarise beaucoup le débat autour de M. Biya et d'autres acteurs. Non, il est question de sauver le Cameroun malgré Paul Biya, malgré M. Kamto, malgré tous les acteurs politiques qui sont. Il faut aujourd'hui que nous essayions, tant bien que si peu, à se poser la question, qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? La Constitution n'est qu'un élément de cet ensemble-là, mais ce n'est pas tout. Et la preuve en est qu'il nous a fallu 25 ans pour nous apercevoir que celle qui est là actuellement n'est pas bonne et qu'il faut encore tout recommencer, tout remettre à table. Ok. Voilà, André-Marie Dibamou, 22 ans pour mettre sur pied le Conseil constitutionnel, 18 ans pour mettre sur pied le Sénat, 24 ans pour mettre les conseils régionaux. C'est énorme. Serge Alain, comme l'a souligné mon devancier sur le plateau, mais c'est à mettre dans un contexte global que l'on peut comprendre, notamment le fait que nous ayons eu par exemple les indépendances avant la réunification. Ça a beaucoup joué sur un certain nombre de choses. Il y a le contexte de 1990 qui est également joué. Mais avant de revenir là-dessus, j'aimerais préciser ici que les dispositions progressives sont constitutionnelles. Ces dispositions sont constitutionnelles, notamment l'article 67 de la Constitution. Elle stipule que les dispositions contenues dans la présente Constitution seront progressivement mises en place. Ça, c'est l'alinéa premier. L'alinéa 2, toujours de l'article 67, précise que pendant leur mise en place et jusqu'à ce que cette mise en place soit définitive, les institutions actuelles de la République continuent de fonctionner. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'Assemblée nationale continue à jouir des prérogatives du Parlement jusqu'à la mise en place du Sénat. La Cour suprême continue à jouer le rôle du Conseil constitutionnel jusqu'à la mise en place de celui-ci. L'organisation institutionnelle de l'État ne change pas jusqu'à la mise en place des régions. Et enfin, si la mise en place du Sénat arrivait avant la mise en place des régions,
régions, à ce moment, le collège électoral pour l'élection des sénateurs serait, n'est-ce pas, constitué exclusivement des conseillers régionaux. C'est constitutionnel, c'est l'article 67, alinéa 6 notamment, nouveau de notre constitution, dont le thème progressivement est constitutionnel. Alors, est-ce qu'il y a eu violation de notre constitution? La réponse, c'est non. Mais cela s'inscrit généralement dans un contexte global que j'ai expliqué tout à l'heure. La notion d'État a précédé, on va dire, a succédé on a eu la nation avant l'État. Enfin, je veux dire, on a eu l'État d'abord en tant que l'État du Cameroun avec l'indépendance avant la nation en réalité. Et nous avons eu l'indépendance avant la réunification. Ce n'était la faute à ce moment-là ni du président Paul Biya, qui à ce moment n'était pas président de la République, si mes souvenirs sont exacts, ni de nous qui sommes sur ce plateau en train de parler de cette constitution-là. Donc en réalité, il y a un contexte politique, un contexte historique qu'il faut analyser. Quand je prends les années 90, je parle de la crise économique. Et je parle notamment de la tripartite. Je parle de la discussion des acteurs politiques qui ont presque forcé la main aux institutions qui existaient à ce moment-là. Qui, en bon diplomate, ont dit on y va, on donne le Conseil constitutionnel, on donne le Sénat, mais nous allons le faire progressivement. Il s'agissait d'une négociation politique. Il faut aller auprès des Dakol et d'Aïssa, ceux qui étaient là à cette époque, les grands acteurs, les Jean-Jacques Kindi, etc. C'est eux qui ont participé à cela. Ils peuvent nous dire aujourd'hui, certains vivent encore, comment est-ce qu'ils ont obtenu la Constitution de 96. Ça a été une négociation, ça a été âprement négocié. Le Premier ministre de l'époque, il me souviens, très bien, de regretter mémoire, en l'occurrence, a beaucoup bataillé pour qu'on intègre certaines dispositions de cette Constitution. Et les modifications qui ont été apportées parfois par celle de 2008, par exemple, ou celles qui concernent la Troisième République, en l'occurrence, ont été, depuis 90, réclamées par ces différents acteurs politiques-là, qui voulaient qu'elles intègrent la Constitution. Donc moi, je pense qu'il y avait un contexte. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas évaluer cette Constitution-là, encore moins leur mise en œuvre progressive, sans interroger le contexte de l'époque, c'est-à-dire de 1996. Aujourd'hui, sommes-nous prêts aujourd'hui à mettre sur pied un certain nombre d'institutions? Avons-nous les moyens ou les outils de le faire? La question est totalement entière. Je ne serais pas pessimiste, je ne serais pas optimiste, mais je dis qu'il y a des questions à se poser, notamment l'article 66, notamment la Haute Cour de justice, qui doit juger par exemple le chef de l'État sur des questions de haute trahison, qui peut juger le Premier ministre, chef du gouvernement, ou les membres du gouvernement sur le complot contre la sûreté de l'État. Alors aujourd'hui, puisque nous avons questionné, nous avons même presque jugé le Conseil constitutionnel en son temps, aujourd'hui ici une haute cour de justice arrivait devant un tribunal criminel spécial qui est déjà trop puissant, une cour suprême qui est... Alors comment est-ce que ces différentes institutions républicaines palliatives à la Constitution de 96 qui tardent à se mettre en place vont se chevaucher ou s'entremêler dans un microscope, dans un pays qui est, en tout cas pour le dire le moins, jeune? Ok, Pierre-Emmanuel Biyan, pour vous, ces rythmes-là, elles vont se mettre en place progressivement. C'est à quoi on assiste là? J'ai pris 3 exemples. 18 ans pour le Sénat, 22 ans pour le Conseil constitutionnel et 24 ans pour les conseils régionaux. SAO, s'il faut 25 ans pour que un ministre qui est nommé lève la main et dise que moi, monsieur tel, à partir de ce jour, je prends ma charge, je déclare que j'ai une villa, j'ai un véhicule, j'ai un terrain à PK14. Non, vous êtes à l'article 66, on n'a même pas encore... Je sais. S'il faut prendre 25 ans pour faire cela, oui. Je pense que même jusqu'au retour de Jésus-Christ, on n'y arrivera pas. En fait, ce qui est important de relever ici, c'est le contexte dans lequel cette constitution de 96 a vu le jour. Oui. Tout est parti des braises que le Cameroun a connues dans les années 90. Oui, au début des années 90. Alors, lorsque le vent de la liberté, du pluralisme a soufflé dans tout le monde entier, en l'occurrence au Cameroun, il était question que le multipartisme soit installé. Il y a des pontes du régime de Paul Biya, du RDPC. Il y en a qui allaient faire des messes à l'église, à la cathédrale, pour que Dieu empêche le Cameroun d'avoir le multipartisme. Il y en a qui faisaient des marches. Je vous assure qu'on a vu de toutes sortes d'exactions de la part des membres du gouvernement et des gens du RDPC. Mais malgré cela, quand même, le multipartisme a vu le jour au Cameroun.
Alors, lorsque les émeutes ont commencé, le Cameroun avait une possibilité, l'État du Cameroun, le gouvernement, soit de faire une conférence nationale souveraine, soit de faire la tripartite. Mais le danger avec la conférence nationale souveraine était que le premier objectif, c'est qu'il fallait faire table rase de toutes les institutions qui étaient là. C'est-à-dire comme si le Cameroun n'avait pas d'institution. Rédiger une nouvelle constitution, l'adopter et mettre en place un gouvernement de transition qui allait organiser une élection. Et si Paul Biya acceptait cela, il allait être en difficulté. Il a refusé d'accepter cela. Nous sommes acheminés vers une conférence, une tripartite. La tripartite s'est tenue au palais de congrès pendant 2 semaines. C'est-à-dire que c'était du 30 octobre au 15 novembre, quelque chose comme ça, là, 1991. Et il faut également relever que pendant la tripartite, le manque de consensus s'est fait rapidement voir et la volonté du président Paul Biya a imposé ce qu'il voulait donner aux Camerounais. Voilà pourquoi à un moment donné, certains leaders de l'opposition comme Lidjon Fundi avaient abandonné les débats quelques jours avant de revenir sur la médiation de Christian Toumi et d'autres acteurs qui étaient présents. Néanmoins, ils ont abouti à certaines recommandations. La première recommandation était qu'il fallait que l'opposition lève le mot d'ordre pour les villes mortes, qui avaient déjà paralysé le pays pendant pratiquement un semestre, c'est-à-dire 6 mois. L'économie était à terre, le commerce était à terre, et le climat social était très délétère. Alors, l'une des recommandations également était qu'il fallait que dans l'avenir, le gouvernement, pour prendre des décisions, réunisse un minimum de consensus avant d'avancer. Et l'une des recommandations également était le projet de rédaction d'une nouvelle constitution. Et une commission technique a été mise en place. La commission technique avait pour objectif de mener les travaux pour rédiger cette nouvelle constitution et après avoir présenté ces travaux, on devait organiser une nouvelle tripartite. Une seconde tripartite devait être organisée. Mais cette seconde tripartite n'a jamais eu lieu. Du fait de l'opposition, du fait du régime en place, du fait de l'opposition parce que l'opposition à un moment donné, après la première tripartite, a commencé à lever des soupçons de corruption sur certains leaders de l'opposition, en l'occurrence le docteur Adamou Damdia, dont on estimait qu'il était allé en Europe garder les malais d'argent, alors que lui, il disait qu'il était allé représenter l'État du Cameroun dans une réunion à l'ONU. Alors, cette campagne a fait que l'opposition ne s'est plus entendue et le régime en place, parallèlement, avait mis un mécanisme de corruption. Ils ont brandi beaucoup d'argent, des centaines de millions de francs CFA aux leaders de l'opposition pour les persuader de se présenter aux élections qui devaient venir en 92. Donc, bref, c'est à l'issue de cette tripartite que la constitution de 96 a vu le jour. Oui, oui. Maintenant, la constitution de 96 arrive. On commence à mettre sur pied des institutions. Lorsqu'on prend par exemple une institution comme le Conseil constitutionnel qui a vu le jour tout récemment, on constate que c'est février 2018. C'est une institution qui est fondamentale pour l'alternance au sommet de l'État. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'elle n'a aucune indépendance. On voit certains membres du Conseil constitutionnel qui, jusqu'à la veille de leur nomination, sont encore militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je dis à la veille de leur nomination. D'aucuns, même pendant qu'ils sont déjà nommés, nous avons vu le différend qui a eu lieu avec le MRC en 2018. Oui. Nous avons constaté que pendant que le Conseil constitutionnel se tenait, certains membres de ce conseil étaient encore
membres du comité central du RDPC, confirmés dans leur site internet. Okay. Donc, comme pour dire que ces institutions qui ont été mises en place n'ont aucune indépendance. Quand on prend par exemple une institution comme quand on prend par exemple le pouvoir législatif, on constate que le pouvoir législatif devrait être indépendant. Mais qu'est-ce qu'on constate dans la réalité? Le pouvoir législatif, je veux dire le pouvoir judiciaire devait être indépendant. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'exécutif continue à contrôler de bout en bout le pouvoir judiciaire. La justice n'est pas libre au Cameroun. Nous connaissons tous les procédures d'arrestation que nous vivons au quotidien. Le président Paul Biya s'est engagé dans cette constitution à garantir et à veiller sur les libertés individuelles et collectives des Camerounais. Okay. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces libertés individuelles et collectives ne sont pas garanties, jusqu'en 2019, on kidnappe encore des journalistes dans le cadre de la liberté d'expression, jusqu'à ce qu'on les emprisonne, jusqu'à ce qu'ils connaissent la mort, sans que cela ne meute le gouvernement. Merci. Ne parlons pas encore des collectivités territoriales. Voilà. Raphaël Omougou, sur ce rythme-là, est-ce que, comme pensent certains, c'est la volonté le timing dépend du président de la République? Que répondez-vous à ceux qui pensent ainsi? Si nous sommes vrais, je ne sais pas pourquoi je ne veux pas reconnaître que c'est la meilleure constitution d'Afrique. C'est de 1996, 18 janvier. Vous avez fait le tour des constitutions africaines? Je ne vous envoie pas le faire, mais pour le faire, vous allez vous rendre compte. C'est-à-dire quoi? Ce qui peut déranger, le contenu. Vous avez suivi, les gens parlaient. Oui. Les compagnons ont parlé. Le contenu. Vous connaissez le problème du Cameroun, non? On a toujours des bons textes. Donc le contenu est bon. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui fait problème alors? On doit mettre cela. D'ailleurs, M. Dibamou vous l'a expliqué, de manière progressive. Ça avait été dit. M. Benyama. Qui décide du rythme? Restons sur le rythme. Qui décide du rythme? Je suis dans la même trajectoire que vous, rassurez-vous. M. Benyama a déroulé tout à l'heure en rappelant comment est-ce qu'on en est arrivé là. Oui. Même si il garde sa casquette du MRC. Parce qu'en réalité, s'il continue à garder cette casquette, pendant qu'on peut enlever 25 ans sur son âge, et que quand on enlève 25 ans, il était encore tout jeune, il doit se rappeler que si le SDF était allé à l'élection dont on parle, je crois que beaucoup de choses devaient se passer, devaient s'écrire dans cette constitution. Parce qu'on avait là 4 partis politiques. Et vous le savez très bien que si ça n'avait pas été le parti politique de M. Dakoli Daïssa là, MDR, et le RDPC était en minorité. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand on aime ce pays, ceux qui étaient la tripartite, qui avaient accepté ce qui s'était dit, ou ceux qui avaient accepté l'élection, ils avaient l'amour pour le pays. Parce qu'ils pouvaient aussi rester dans la posture d'aller discuter, de descendre dans la rue et tout. Tout ce que nous avons connu depuis en 90 jusqu'en 92. Parce que je voulais quand même vous dire qu'à l'époque, j'allais au lycée de Ngoumou. Lorsque M. Fondi est arrivé à la gare routière de Mbalmayo, voyez-vous, je suis dans Ngomzap, mais je rentrais par le train par Mbalmayo pour arriver dans mon village. Alors, à la gare routière de Mbalmayo, lorsque M. Fondi est arrivé là, c'était vraiment le power que tout le monde connaissait. La question c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il n'a pas allé à l'élection législative. Or, avec tout le score que nous connaissons tous ici, si M. Fondi a participé à cette élection, mon Dieu, peut-être on ne serait plus en train de discuter du RDPC qui avait donné des centaines de millions et tout. Sauf à me démontrer que M. Fondi était corrompu à l'époque. C'est pour ça qu'avoir l'amour du pays n'est pas la personne de Ndoubou ou bien X ou Y. Avoir l'amour du pays, c'est de ne pas avoir les hommes forts, d'avoir les institutions fortes. Cela est valable pour tout le monde. Pourquoi? Parce que beaucoup parmi nous là, peut-être pas nous, le peuple, mais ceux qui ont la charge du ce n'est pas les partis politiques, pensent que après eux, il n'y a plus de partis politiques. Et c'est ça qui dérange véritablement notre pays.
Parce que même si nous disons aujourd'hui, nous pensons que M. Kamto, et c'est un grand professeur d'ailleurs, tout le monde a beaucoup de respect pour lui, mais sauf qu'à un moment donné, il ne faut pas croire qu'on doit prendre la préséance en tout. Du coup, on se retrouve là où on est en train de discuter aujourd'hui. Moi, je vous ai dit que c'est la meilleure constitution parce que le contenu est bon. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Les institutions, M. Dibamou, vous répondez à ma question là? Je suis en train d'arriver là. Comment vous allez d'abord où? Je suis en train de vous dérouler comment est-ce que... Je vous ai demandé, est-ce que ce timing-là, beaucoup pensent que ça dépend du président de la République? Actuellement, oui. Donc, si vous voulez parler de timing, parce que vous voulez m'empêcher de dérouler, je dois dérouler. Non, vous ne devez pas répondre à ma question. Oui, mais la question est là, mais permettez-moi de dérouler, moi aussi. Allez-y. Là, on dit quoi? La question que vous me posez, M. Dimamou avait répondu à ça. C'est-à-dire qu'il vous a dit que dans l'article 67, c'est écrit de manière, donc progressivement. Et M. le Président de la République l'a toujours rappelé que les je vais faire simple, Raphaël. Oui. Pourquoi le président, on décide de mettre sur pied le Conseil constitutionnel en février 2018 et pas en février 2017 ou bien en février 2019? C'est ça ma question. Vous avez pourquoi seulement en 2018? C'est parce que c'était le moment opportun. Opportun pour qui? Parce que le Conseil constitutionnel siégeait déjà en lieu et place. Est-ce que... non, je veux comprendre. Pourquoi seulement février 2018? Je vous réponds que oui. Le Conseil, la Cour suprême, siégeait là comme tel. L'élection présidentielle de 1992, oui. L'élection présidentielle de 1997, oui. Et celle de 2004, oui. 2011 également. 2011, oui. Donc, pourquoi forcément pour 2018, il faut à tout prix mettre le Conseil constitutionnel? C'est ça ma question. C'est vous qui voyez ça. Mais ça ne se voit pas. Vous voyez pas ça comme ça? Je ne vois pas ça comme ça. Vous voyez comment? On aurait dû. Après 92, oui. Imposer qu'à l'élection de... Non, partons de 96. On ne parlait pas encore. 96. La Constitution est déjà là. Pourquoi on n'est pas mis sur pied avant l'élection pourquoi avant 2004? Vous voyez la difficulté que nous avons là maintenant? Oui. C'est parce que on est à la Constitution de 96. Oui. Les élus qui ont travaillé cette Constitution ont été élus en 92. Oui. Et on ne peut pas ne pas parler de 92 pour aller en 81, jusqu'en 2008 si vous voulez. Oui. Parce qu'en réalité, ce sont les élus, ce sont les députés qui ont travaillé cette constitution. Et justement, Dieu seul sait que le RDPC, je vous l'ai dit, l'UNDP avait une soixantaine de députés. Oui, 68. Très bien. Et puis l'UPC avait 18, si ce n'était pas M. Dakolé du MDR. Oui. Donc je vous explique donc, est-ce qu'en ce moment-là, entre 96, prenons donc 96, il y a eu l'élection présidentielle en 97, en 2004 et en 2011. Oui. Mais de manière progressive, le temps de prendre des dispositions pour cela. Ce n'est pas une affaire de personne où vous estimez, peut-être pas vous, ou le peuple estime, où certains pensent que c'est par rapport à vouloir garder le pouvoir. Je vous ai dit que personne l'a dit. Non, c'est ce que beaucoup pensent. Vous avez suivi tout à l'heure, M. Benyan, vous a dit que non, il y a eu de l'argent qui a circulé. Ce que moi je voudrais que le peuple retienne, c'est que les hommes vont passer, les institutions resteront. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que lorsque je suis élu dans une institution, que je travaille non pas pour moi, mais pour le peuple camerounais et pour le pays. Il faut que les Camerounais aient l'amour de ce pays pour qu'un certain nombre de choses ne nous arrivent plus. Ok, merci. Stéphane Gouye va d'abord répondre. Oui, sur le plateau d'abord, avant Boris. Oui, ma gêne est grande. Oui. Je me retrouve sur un plateau où on refait l'histoire et l'histoire des vainqueurs. Oui. En même temps, on parle de la technique constitutionnelle qui est la mise en place progressive. Mais à l'invitation, on m'a parlé du timing. Oui. Donc ma gêne est grande. Je voudrais quand même si je ne veux pas vraiment m'appesantir sur l'histoire, faire remarquer à mes jeunes compatriotes, parce que moi, les années 90-91, je n'étais pas spectateur, j'étais acteur. Vous étiez acteur. La première fois que les banderoles sont déployées au Cameroun
pour la revendication de la conférence nationale souveraine, c'est lors du procès Ndiaye Munga. Ce n'est pas, l'UDC n'existait pas, le parti de Dakolo n'existait pas, le parti de M. Bello Bouba n'existait pas, et ces banderoles étaient signées UPC. Pourquoi revendiquions-nous la conférence nationale souveraine? Et c'est pour ça que je refuse ici de venir parler de l'histoire et de dire la technicité à mettre en place les institutions, parce que nous pensions qu'à la sortie du parti unique, tout comme nous le pensions en 61 à Fumbal, qu'avant toute mise à pied des institutions, il faut d'abord que les Camerounais se réconcilient. Et qu'ensemble, après avoir fait le bilan de ce qui nous opposait hier, nous mettons en ordre de bataille pour une nouvelle république. Okay. Et c'est la même chose que j'ai dit ici, que pour moi, ce n'est pas le fait que l'article 67 dise que ça va se mettre de manière progressive. Encore moins ce que mon co-collégiste de gauche dit, que c'est les meilleures lois. Les lois peuvent être meilleures. Mais si les acteurs n'ont pas la bonne foi et n'ont pas la volonté de les appliquer, on est au même stade. C'est pour ça qu'il est question pour nous, à l'UPC, nous disons tous les jours, il faut d'abord commencer par la réconciliation nationale. Voilà. C'est-à-dire que si on veut aujourd'hui parler du timing de ces institutions, on va se rendre compte que quel que soit le bout par lequel on va commencer cette mise en place des institutions, il se posera toujours la question par où et par qui elle doit se faire. Et à ce niveau, lorsque j'ai vu le titre du livre de Berthold tout à l'heure, ça m'a fait esquisser un sourire. Berthold quand même a eu à faire ce pas autour des nationalistes qui ont lutté depuis 1990. Il est à mesure de savoir que tout ce qu'il décrit par rapport à M. Kamto est le même scénario qui s'est passé à travers Foundi. Lorsque Foundi a été candidat aux élections et qu'il s'est déclaré vainqueur et qu'il a sorti une photo où il saluait Bill Clinton aux États-Unis, il a été mis en résidence surveillée tout comme Kamto. Et si on saute un pas, on va ici à côté en Côte d'Ivoire, on va voir que c'est le même scénario qui a eu lieu à fin décembre en Côte d'Ivoire. Donc rien de nouveau à l'horizon. Okay. On va patauger comme ça tout le temps, à envoyer des clichés, à dire tant que nous ne nous asseyons pas pour discuter en profondeur des problèmes de ces pays, la Constitution, si bonne soit-elle, ne pourra pas nous aider. Voilà, rapidement on va faire le tour, parce que oui, ce que je voulais dire, pourquoi tout le monde parle? Je vais aller dans le sens de M. Ngwe, parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est que le contexte d'aujourd'hui est presque similaire à celui du début des années 90, qui a conduit à la Constitution de 96. Et je suis d'accord avec lui de l'urgence de créer des conditions de rassemblement autour, c'est-à-dire que des valeurs qui nous ont toujours unis, tels que l'amour, la tolérance, le pardon et tout ça. Parce que pendant cette époque-là, il y avait des villes mortes qui ont paralysé le pays. Et aujourd'hui, on a la crise anglophone du nord-ouest et du sud-ouest qui a paralysé 30% de notre économie. Sans compter les incursions de Boko Haram au nord et les attaques à l'est. Et le tissu social qui est déchiré, délabré du fait des crises post-électorales. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire aujourd'hui? Hier, Paul Biya, avec les acteurs politiques de l'opposition qui étaient là, avait quand même réussi à s'asseoir autour d'une table pendant 2 semaines de discussion pour sortir ces résolutions. Mais ce qui était bien quand même à l'époque, c'est que au sortir de là, les villes mortes étaient... Oui, au sortir là, les villes mortes étaient finies. Le mot d'ordre a été donné par les leaders de l'opposition. Les villes mortes étaient finies. Un certain nombre de choses d'avancées étaient là jusqu'à l'aboutissement de cette constitution. Sauf qu'aujourd'hui, avec le grand dialogue national, on a connu un flop légendaire. Okay. Rien n'a marché. Les orientations et les recommandations du grand dialogue national, jusqu'à ce jour, aucune recommandation n'a encore porté de fruits. On a parlé de 15% de transfert des ressources de l'État, du budget de l'État vers les collectivités décentralisées, territoriales décentralisées. Rien n'est fait à l'horizon 2021. Merci. Donc je pense qu'il est urgent que le président Paul Biya
son régime et lui, trouve des moyens, pas la tripartite, trouve des moyens de créer des conditions qui vont nous permettre de s'asseoir pour discuter de la crise anglophone, la résoudre et puis voir dans la Constitution quelles sont les dispositions qui peuvent nous permettre d'avoir un consensus sur le code électoral. Merci André-Marie Dibamou, avant Boris Berthold, parce qu'on s'achemine vers le journal. En réalité, les institutions, c'est quoi? C'est des hommes pour les diriger, c'est un cadre pour l'exercer. Si je prends le cas du Sénat, aujourd'hui, nous n'avons pas un Parlement capable d'abriter un Sénat. Moi, je n'essaie pas de justifier pourquoi les institutions n'ont pas été mises sur pied, j'essaie de comprendre la rationalité qu'il y a derrière le retard. Si nous prenons le cas du Sénat, le Sénat n'a pas de siège actuellement dans notre pays. Le gouvernement même, qui est une institution de la République, de l'État, n'a pas, tous les départements ministériels ne sont pas logés dans un bâtiment qui est connu, etc. Bon, je voudrais essayer d'expliquer les contingences économiques de notre pays, les infrastructures, le problème d'infrastructure qui est en œuvre, qui font que le retard, parce que c'est la question que vous avez posée tout à l'heure, qui font que le timing peut être observé en fonction de cela. Jusqu'à très récemment, le Conseil, la Cour constitutionnelle siège au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est pas son siège. En réalité, il faut construire... Le Conseil constitutionnel, autant pour moi, siège au Palais des Congrès. Il faut construire un Conseil constitutionnel, un immeuble qui abrite le siège du Conseil constitutionnel dans notre pays. Ce n'est pas encore le cas. Le gouvernement, vous allez voir, l'immeuble ministériel numéro 1 qui est situé, qui est l'ancien immeuble de la Mort, soit en passant, alors abrite au moins 15 départements ministériels. Vous avez l'immeuble ministériel numéro 2, celui qui habite les services de l'enseignement supérieur. Il y a une vingtaine de départements ministériels. Vous comprenez que le problème infrastructurel peut justifier le timing. Les problèmes économiques, justement, elles sont relativement liées, peuvent être des contingences qui ont concouru à la mise en œuvre tardive, au mieux du timing qui est choisi pour mettre en œuvre les institutions. Si nous prenons la plus récente, c'est-à-dire les régions, où est-ce qu'elles vont siéger? Vous êtes posé la question. Les conseillers régionaux qui sortent de la dernière mandature siègent en réalité dans les services du gouverneur des régions, quand ce ne sont pas à la communauté urbaine de la région. Donc en réalité, il y a un problème d'infrastructure qui est lié notamment à un problème historique de ce qu'il y a eu les indépendances, il y a eu la réunification. On a réclamé des choses. Parfois, on a dit, ok, prenez. Il y a un adage qui dit, c'est une vérité, une légende urbaine, que lorsque vous êtes pressé, en réalité, vous demandez beaucoup. Dieu, il vous donne cette chose-là. Même si elle est au feu, elle n'est pas encore cuite. Tant pis pour vous si c'est du macabou, en réalité, il vous gratte après. Donc, il faut qu'on sache ce qu'on veut et à quel moment on le veut. Et quand les institutions qui arrivent, au moment où elles arrivent, en réalité, nous permettent de mieux gérer notre État en fonction de nos contingents de pays pauvres et très endettés. Voilà, il est là, Cédric Noufelé. Bonsoir. Au menu ce soir, Cédric Noufelé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, des analystes politiques jettent un regard critique sur la mise en œuvre des institutions prévues dans la Constitution du 18 janvier 1996. 25 ans plus tard, le constat est inquiétant. Selon les analystes, la mise en œuvre a été faite selon un agenda des dirigeants qui ont manœuvré pour se maintenir au pouvoir avec des réformes loin d'être en phase avec les attentes des populations. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également l'insécurité grandissante dans la ville de Douala, là où des populations ont manifesté pour exprimer leur ras-le-bol face aux multiples agressions à main armée enregistrées dans les banlieues de la capitale économique du Cameroun. Nous parlerons également dans le journal de 20h du grabuge survenu à la Fédération camerounaise de football. Des présidents de clubs, ils sont revenus. Il y a eu des échauffourées. Certains d'entre eux ont été interpellés. Nous ferons le point dans la page sport du 20h. Et dans quelle ambiance les rencontres, les toutes premières du CHAN édition 2021 se sont déroulées dans la ville de Limbé, en plein cœur du chaudron de la crise anglophone. Nous en parlerons dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, justement, madame, monsieur, dans une trentaine de minutes, ce sera Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Raphaël Edougo, René-Stéphane Goué et André-Marie Dibamou. Nous prenons tout de suite la direction de l'AE où nous attend depuis longtemps. Boris Berthold, on va vous libérer, mais vous allez réagir sur les deux aspects. D'abord, le débrief, les présidents de club qui, vous avez sûrement suivi l'actualité hier, ils demandent que le bureau exécutif soit débarqué tout de suite.
Oui, Serge Alain, c'est-à-dire que on peut très bien comprendre que la décision du TAS et la lettre très ambiguë en réalité de la FIFA puisse jeter un flou dans la gestion administrative, autant pour moi, du football camerounais. Mais je pense que le débat doit être élargie. La FECAFOOT, en réalité, est symptomatique à la fois de la situation confuse que nous vivons actuellement au Cameroun au niveau de toutes ces entreprises, c'est-à-dire que si on va dans le domaine économique ou des sociétés, on a presque la plupart de ces sociétés d'État qui sont véritablement en panne ou qui traversent régulièrement des crises de leadership. On peut citer Camerco, on peut citer la SICAM, les cas les plus récents, mais également on a cette politisation massive de la gouvernance. Et là, la question du football en est l'illustration la plus parfaite, mais c'est également, il faut voir qu'il y a quand même une nécessité pour tous les acteurs, quels qu'ils soient, de respecter les textes, mais également de s'approprier la démocratie, parce que nous parlions de politique en réalité tout à l'heure, et on a souvent tendance à penser que la culture démocratique se joue uniquement au niveau des processus électoraux. Ce n'est pas vrai. La culture démocratique, c'est une manière de penser la gestion de la cité, de se représenter, la manière dont les individus doivent servir la République et servir l'intérêt général. Et la décision du TAS nous montre très bien qu'on a un problème dans ce pays avec l'organisation des élections, avec les textes qui régulent l'organisation des élections. Quand on débat de la chose politique au Cameroun, on remet en cause la question du code électoral. Et quand vous allez au niveau de la FECAFOOT, vous voyez très bien que les acteurs du football critiquent les textes qui sont mis en place parce que ce sont des textes qui sont le plus souvent écrits pour permettre aux candidats en fonction de conserver le pouvoir ou de le gagner à travers des mécanismes pas très catholiques. Et si on transfère la problématique à un niveau supérieur, on se rend très bien compte que plus haut, au niveau des élections présidentielles, au niveau des élections locales, le plus souvent, on a ce type de problème. Donc le problème de la FECAFOOT doit amener les uns et les autres, les Camerounais de manière générale, à se poser la question du respect des textes et de la construction d'une société dans laquelle les gens auront droit aux mêmes droits lorsqu'ils sont en compétition dans un processus démocratique et électoral, quel que soit le processus. Voilà Boris, je reste avec vous. On va terminer avec l'an 25 de la Constitution de 1996. J'ai envie de vous demander tout de suite à qui profite cette mise en place progressive des institutions. À qui ça profite ? Je l'ai dit dans ma première intervention, c'est-à-dire que l'acteur qui a bénéficié en premier de cette mise en place progressive, c'est M. Biya, mais il n'a pas bénéficié parce qu'il a travaillé le processus pour qu'il soit structuré ainsi. Parfois, on fait une fausse analyse de M. Biya en pensant qu'il s'agit d'un homme bête, un homme faible. Non, c'est un homme très intelligent et très stratégique et il a quand même 50 ans d'administration. Donc, ce n'est pas un enfant de cœur. C'est quelqu'un qui connaît très bien ce que c'est que l'État, ce que c'est que les institutions et il connaît même également les acteurs qui promeuvent à certaines fonctions. Dès lors, il travaille quotidiennement, uniquement à se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire que si vous voulez penser le Cameroun et vous voulez penser la gouvernance de Biya à partir du prisme selon lequel on a à la tête de l'État un individu qui travaille pour le développement, en réalité, vous n'avez pas compris M. Biya. Il faut travailler sur M. Biya, il faut analyser les comportements de M. Biya, les décisions de M. Biya en inscrivant ces dynamiques dans un processus de mourir au pouvoir. Et à ce moment-là, les institutions, les acteurs qui travaillent au sein de ces institutions ne sont que des artifices ou des pions qu'ils peuvent faire bouger à un moment ou à un autre pour atteindre l'objectif final qui est celui de conserver au maximum le pouvoir. Et donc, quand on a compris ça, on se rend très bien compte que M. Biya ne peut pas mettre en place des institutions solides qui, à un moment donné, pourront
être tenté à remettre en cause son pouvoir ou encore à freiner les mécanismes quotidiens de prébende, de vol, de corruption qui sont consubstantiels à son pouvoir. Donc, c'est lui qui est le principal gagnant, mais il n'y a pas que M. Biya. Maintenant, il a tout un système. Donc, il a maintenant autour de lui d'autres acteurs à qui la situation profite. Et n'oubliez pas que nous sommes dans une perspective de fin de règne. Et c'est essentiel également de commencer à penser aujourd'hui à la manière dont les acteurs se positionnent dans l'après-Biya, comment ils perçoivent la faiblesse des institutions et quels sont les calculs qu'ils peuvent avoir. Et quand vous voyez très bien les calculs qu'ils peuvent avoir, vous vous rendez très bien compte que la Haute Cour de justice ne peut pas être mise sur pied parce que beaucoup de ceux qui occupent certaines fonctions à la tête de l'État pourront y passer. On se rend très bien compte que l'article 66 ne peut pas être mis sur pied, tout simplement parce que beaucoup d'acteurs, que ce soit des ministres, des directeurs généraux, des généraux, même, des officiers supérieurs de l'armée, sont susceptibles d'être attaqués juridiquement à partir de ce texte. Donc, on a un contexte où on a en fait deux niveaux de gagnants. Le premier niveau, qui est le niveau maximal, c'est M. Biya. Et le second niveau, c'est tous ceux qui sont autour de M. Biya, qui travaillent à la consolidation de son système, à la survie de son système, tout simplement parce qu'ils profitent du système. Ok, merci Boris d'avoir été une fois de plus avec nous à cette édition. Bonne soirée à vous du côté de La Haye, aux Pays-Bas. Bonne soirée. À très bientôt Boris. Merci pour l'invitation. Voilà, on revient donc. Pour commencer par ces présidents de club qui ont décidé de remettre ça, et ils ne faisaient que respecter, honorer un rendez-vous. On leur a dit hier, un des vice-présidents leur a dit hier que le président Seydou Mbombo Douya devait être là aujourd'hui, 17h. Je commence par vous, Raphaël Ndougou. L'affaire de la FECAFOOT, c'est là où j'ai bien envie de dire, est-ce que M. Iya allait en prison avec la FECAFOOT? Pourquoi je le dis? Parce que depuis qu'il a été arrêté, au regard de ce qui, ou le communiqué, ou la décision du TAS, ou tout ce que vous imaginez, même pas parler de football, hein, tout ce que vous imaginez, les institutions qui utilisent cette affaire-là hors d'ici, on nous ramène dans l'Assemblée générale de 2009. Pourtant, voici, si c'est le cas, je ne sais pas, mais tout le monde, ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre veulent qu'on rentre dans l'Assemblée générale de 2009. Le TAS a rejeté. Très bien. Mais entre-temps, ils rejettent leur vœu, si vous voulez, mais dans les esprits des uns et des autres, ils veulent qu'on rentre là-bas. Parce qu'en réalité, les deux normalisations que nous avons déjà eues, on aurait peut-être dû commencer par là, parce que M. Iya Mohamed aussi était entré dans les mêmes conditions. Alors, je ne sais pas, beaucoup pensent que c'est une grosse mafia, le football, et donc ce n'est pas une affaire de blague. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, comment on imagine que M. Seydou a déjà fait le nombre d'années, je crois 2 ans, et qu'aujourd'hui on est arrivé en octobre 2018. On dit qu'il n'est plus là avec tous ceux qui sont derrière lui. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'à un moment donné, il faut peut-être dissoudre d'abord cette affaire avant de voir plus clair? Maintenant, sur le rendez-vous que le premier vice-président, c'est quoi le premier, on a vu nous toutes les informations ici là hier, est-ce que celui-là parlait au nom de Seydou Mbombo Douya? C'est là toute la question. Parce que justement, M. Seydou, vous pouvez ne pas être là physiquement. Aujourd'hui, comme je crois M. Akou le disait tout à l'heure, les présidents des clubs ont le numéro de leur président, du président de la FECAFOOT. Donc on peut même discuter par téléphone. Il n'a pas besoin d'interlocuteur. Et maintenant, le vice-président qui a dit qu'il sera là aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire qu'il a menti. Il a menti parce qu'il parlait véritablement au nom de M. Seydou. M. Seydou qui doit pouvoir appeler ses présidents de club par téléphone, qui doivent peut-être avoir une plateforme de discussion via tous les canaux que nous connaissons. Mais malheureusement, on tourne autour du pot. Peut-être qu'il va falloir qu'au Cameroun, qu'on essaie d'abord de mettre à côté cette affaire de FECAFOOT avant de voir plus clair dans l'avenir. Parce que ça fait trop de flou. À un moment donné, on a même tiré sur des éminents professeurs qui ont justement travaillé pour la normalisation. Voilà, René Stéphane Goué, sur cette affaire
des présidents de clubs qui veulent absolument que le bureau exécutif, la FECAFOOT, libère le plancher. J'ai eu le malheur, en 1996, d'être dans l'équipe de campagne de Joseph-Antoine Bell contre Vincent Konana. C'était le tournant du football camerounais. Je n'ai jamais vu, et je parle la main sur le cœur, devant tous les Camerounais qui nous regardent ce soir, autant d'argent circuler dans une élection. Du coup, j'ai compris que les enjeux étaient autres que le football. En 1996, Feu Mayebi, paix à son âme, avait pour mission de convaincre les électeurs de voter pour le candidat Joseph-Antoine Bell. Face à la crise que vivait le football camerounais, ma mission en tant que jeune en formation dans le marketing consistait à réconcilier le public camerounais et le football. Donc à faire de sorte que le public revienne dans le stade. C'est à ce titre-là que pendant la campagne de Joseph-Antoine Bell, certains ont fait même un commentaire en disant Bell, au lieu de faire la campagne auprès des électeurs, faisait la campagne au marché central. Parce que plusieurs n'ont pas compris que pour pouvoir, et nous le disons à tous les... Non, dites-nous cette affaire. On a vu au marché central. C'est eux les électeurs? L'objectif, quand on fait une stratégie de communication, on a une cible ou un objectif. Oui. L'objectif du marché central, ce n'était pas des élections, c'était la réconciliation du public sportif avec son football. Parce que la manière dont le football était géré du temps des Mayens d'ailleurs ou autres, a créé une scission. C'est-à-dire que les gens ne s'intéressaient plus au foot. En fait, c'est le fait. Mais est-ce que là, vous n'avez pas placé la charrue avant les bœufs? Non, on a d'abord passé. Il fallait d'abord que Bel Joseph passe. Chacun peut. La priorité, c'était les électeurs. En matière de stratégie, oui, chacun peut adopter sa position. Oui. Nous pensions que le temps était en notre défaveur. Un mandat électif dans une institution de football, c'est 4 ans. Et en 4 ans, vous n'avez pas le temps de bâtir. Donc, pour nous, il était question d'activer les deux leviers. Okay. Le levier de l'électorat et le levier du public. Moi, ce que je voudrais dire ici par rapport à ce qui se passe jusqu'à ce jour au sein de la FECAFOOT, c'est qu'en réalité, les problèmes de football sont relégués au second plan. Si vous voyez la dernière élection, qu'est-ce qui a alimenté les élections à la FECAFOOT? C'est toujours un fait divers. Monsieur Bell, dont on fait croire qu'il n'a pas le droit d'être candidat parce que les dirigeants de ce pays n'ont pas besoin de lui. Et on lui proposait, selon ses dires, un saboteur qu'on lui donnerait un poste de directeur technique. Parallèlement à cette déclaration, Samuel Eto'o a fait une décision contraire. Et tout indiquait que le mécanisme d'élection au sein de la FECAFOOT n'était pas une affaire d'électeurs ou de football. C'était d'autres enjeux ailleurs que sur le terrain. Oui. Et je disais en offre à Michel fait tout à l'heure que quel que soit le prisme par lequel on prend la situation du Cameroun, quelle que soit la fédération, quelle que soit l'institution. Il faut d'abord la réconciliation. Au-delà de la réconciliation, il faut des enjeux. On va revenir tout à l'heure sur la Constitution, je dirais mon point de vue. Mais rapidement, parce que oui, oui, franchement, pour qu'on revienne au foot, il faut d'autres acteurs et une autre méthodologie. Okay. J'ai vu au Hilton un responsable de la FIFA dire à un joueur comme Oman Biyik qui a défendu le drapeau du Cameroun, tu n'as pas le droit d'accéder à la salle où on parle de football camerounais. J'en avais la chair froide. C'est tout vous dire que le football aujourd'hui n'est pas une affaire d'acteurs de foot, c'est pour d'autres enjeux. Et c'est pour ça qu'on peut vivre le scénario actuel. André-Marie Dibamou, ce spectacle-là du côté de Tinga, qu'est-ce qui vous inspire comme commentaire? Un spectacle malheureux alors que nous sommes en train de célébrer le football. J'avais la faiblesse de me poser la question du timing. Quel timing? Vous pensez que c'est bien construit, bien huilé? Déjà le timing de la décision.
du match d'ouverture. Ensuite, le timing de la marche, ou mieux de la visite de courtoisie à un président qui, de jure, ne serait plus président. Auquel cas, qui est-ce qu'ils vont rencontrer à l'Africa Foot si le président n'est plus juridiquement président? Donc, moi je dis qu'il y avait un peu de cynisme en réalité dans la démarche des présidents de club. Et je pense que les forces de maintien de l'ordre ont simplement voulu qu'il n'y ait pas une inférence sur la fête du football, la belle fête que nous sommes en train de célébrer avec les équipes nationales d'Afrique. Donc je pense que je ne sais pas quelles sont les charges qui seront retenues contre eux, mais sur le plan juridique, ils n'ont pratiquement rien à craindre. Il s'agit peut-être d'un attroupement, et les attroupements, c'est des choses qu'on peut régler avec un bon avocat. Donc en réalité, c'est le commentaire que cela m'inspire. Je dirais simplement que le timing était très mal choisi pour ces présidents de club. Ils auraient pu attendre la fin de la compétition qui est en cours pour mener ce type de revendication. Le timing était mal choisi pour le TAS. Je ne sais pas quelles sont les forces endogènes qui se tiennent et peut-être ça s'entretienne. Donc en réalité, je pense qu'il y a un mauvais timing. Peut-être que voudrait-il, parce qu'on n'est pas très loin d'un sabotage en réalité sur la compétition qui sont en train d'être organisée, il faudrait que les enquêtes soient menées de ce côté-là. Alors pour le rififi ou bien les rififis à répétition qu'on a toujours eu en matière de football dans notre pays et les mallettes d'argent, d'ailleurs on ne s'en cache plus d'ailleurs pour le dire. En réalité, c'est comme partout ailleurs, c'est-à-dire c'est une question c'est un management qui a échoué de ce côté-là, on le dit depuis 2009 en réalité, et qui parfois est à l'image des performances de nos équipes nationales qui essayent parfois de se distinguer d'ailleurs nous sommes champions d'Afrique, on ne le dit peut-être pas assez de football, et aujourd'hui nous abritons un championnat après une crise mondiale sanitaire qui a bouleversé les économies les plus puissantes. Voilà, merci cher monsieur d'être venu, on me fait des grands signes, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci Raphaël. Merci, c'est la retour. Merci René. Merci. Bon, le débat il va continuer. Merci André-Marie Dibamou pour ce retour. Merci aux populations de Makénéné qui nous ont fait le plaisir de nous regarder. Ils m'ont demandé de le dire particulièrement. Makénéné, tout le Cameroun regarde cette édition des Kinosoirs. On a également une pensée pour Pierre-Emmanuel Bignan qui a dû quitter de manière précipitée ce plateau pour des raisons purement familiales. On dit également merci à Boris Berthold une fois de plus qui était du côté de la Haye. Nous sommes là aux Pays-Bas. Madame, monsieur, le rendez-vous il est pris pour demain 19h. Bonsoir. Fida 4.